Bonjour tout le monde. C'est bon, ça fonctionne le micro? Non? Oui? Ok. Donc bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que j'ai faits sur les 2 dernières années concernant un groupe qu'on a nommé groupe 1, 2, 3. Et plus particulièrement l'année 2017-2018, j'ai commencé à suivre l'activité de ce groupe en janvier-février 2017. Et encore très actif aujourd'hui. Par exemple, il y a une campagne que je couvrirai pas dans les slides qui a commencé il y a 2 semaines et qui est toujours en cours en Corée. Et je vais vous présenter un peu l'évolution. Dans ce cas-là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à chaque publication, plus ou moins, l'attaquant a changé un petit peu. Et on peut quasiment deviner les dates de publication en suivant le malware et ses évolutions. Et quasiment à chaque fois, quand on parlait de quelque chose, il se limitait à changer uniquement la chose qu'on avait mentionnée sans changer le reste. Donc il suffisait de garder 2-3 trucs sous le coude pour avancer et pouvoir continuer à le suivre. Donc à propos de moi, Paul Rascagnière, je travaille pour Cisco Talos depuis maintenant 2 ans. J'ai travaillé sur la plupart des investigations que vous pouvez voir sur notre blog post. WannaCry, Nietia, Bad Rabbit sur l'année dernière, CCleaner. Donc groupe 1, 2, 3, quasiment toutes les publications sont de moi et d'un collègue. Olympic Destroyer, donc toujours sur la Corée avec le malware qui a ciblé les Jeux Olympiques. VPN Filter que vous avez probablement entendu parler aussi sur les routeurs majoritairement en Ukraine mais également un peu partout dans le monde. Donc je suis analyste de malware pour Cisco Talos. Je m'occupe essentiellement de ce qu'attaque ciblée. Je fais pas trop dans le crimeware même si ça m'arrive par moment, mais on va dire que j'ai plutôt une affinité sur tout ce qui est ciblé. C'est la timeline que je vais vous présenter aujourd'hui, sachant qu'elle n'est pas à jour. Il y a d'autres événements en 2018 que je vais vous présenter, mais j'ai oublié de faire la demande pour avoir un nouveau graphique, tout simplement. Et donc du coup, elle est pas à jour, mais c'est pas très gênant. La première campagne dont je vais vous parler, on l'a nommée Golden Time, et c'est la première campagne sur laquelle j'ai travaillé concernant cet acteur spécifiquement. Comme une première chose à savoir quand on travaille sur la Corée, c'est qu'en fait ils utilisent pas Office. C'est contrairement au reste du monde globalement, ils utilisent pas Office, donc on va pas avoir des documents Word, on va pas avoir de la macro comme on a partout, on va pas avoir les vulnes Office traditionnels. En Corée, ils utilisent leur propre éditeur qui s'appelle Hangul Word Processor. Et pourquoi ils font ça? Simplement parce qu'ils supportent mieux la langue coréenne et les caractères coréens. Donc la plupart des attaques qu'on va voir qui ont ciblé des personnes en Corée du Sud commencent toujours par un fichier HWP, les fichiers créés par Hangul Word Processor. Donc là c'est un premier exemple de spam. Il a été envoyé par les organisateurs d'un événement en Corée du Sud. C'est un événement qui l'un des sujets principaux est la réconciliation entre le Nord et le Sud. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que le mail a vraiment été envoyé depuis les organisateurs. Donc, si vous regardez les headers, le serveur, le mail sortant, etc., c'est vraiment les organisateurs de l'événement, c'est vraiment l'université qui organise l'événement qui a envoyé l'email. Et en fait, l'email a été compromis au préalable par le groupe pour cibler des participants à la conférence. Donc, pour les participants, ils reçoivent un mail qui vient du bon endroit et en coréen, comme vous pouvez le voir. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il dit le mail? Parce que je présume qu'il n'y a pas grand monde qui parle coréen dans la salle. Il explique que c'est un sondage suite à l'événement et que il demande aux participants de remplir, donner leur avis. Et en plus, ils auront un cadeau s'ils le font. C'est pas génial? Un autre exemple d'email qui a été envoyé au même moment, ciblant le même type de profil, celui-là est complètement différent dans l'approche. C'est un mail qui est soi-disant envoyé depuis quelqu'un qui est en Corée du Nord et qui demande de l'aide, pour faire simple, aux personnes ciblées en Corée du Sud. Dans ce cas-là, ça cible l'empathie. Enfin, c'est vraiment pour faire cliquer la personne. Et vous avez les 2 documents, donc celui avec le formulaire qui est le formulaire suite à la conférence, et l'autre qui est une lettre sur ses conditions de vie en Corée du Nord et demandant de l'aide pour pouvoir passer la frontière et venir en Corée du Sud. En termes de victimologie, toutes les personnes qui ont été ciblées par cette campagne-là sont soit des Coréens du Nord vivant à présent en Corée du Sud, donc des dissidents, soit des gens
les aidants au sein d'associations ou des avocats ou tout ce type de profil-là, aidant les ressortissants nord-coréens qui ne sont plus dans leur pays d'origine. Comment ça fonctionne un fichier HWP si un jour vous avez en analysé un? En fait, c'est assez proche du format de Word. Donc vous pouvez utiliser des outils standards comme holodump, etc. La seule différence, c'est que chaque objet est compressé avec zlib. Donc un simple patch à holodump pour dézipper systématiquement tous les objets et holodump marche sans problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'a fait l'attaquant? Il a utilisé une vuln dans le format EPS. En fait, dans le passé, jusqu'à il y a quelques semaines, HWP utilisait le moteur GhostScript pour supporter l'EPS. Et ils avaient généralement une version un peu vieillotte de GhostScript à l'intérieur de leurs produits, et du coup des vieilles vulnérabilités comme celle de 2013 pouvaient encore fonctionner en 2016, on va dire. Donc classique, un exploit. Petite particularité, ils ont décidé de faire une NOP, de pas utiliser du 0x90 pour les NOP, le truc standard. Je présume que c'est parce que c'est détecté par pas mal de produits et du coup ils ont pris 0x4 qui marche pareil. Mais c'est une particularité et on peut souvent les reconnaître sur ce type d'utilisation. Le but du shellcode, donne-les 2 images sur Internet, que t'es évidemment pas 2 images. Et une autre spécialité sur ce groupe-là, c'est qu'ils utilisent quasiment systématiquement des serveurs compromis. Donc ils n'ont pas leur propre serveur. Ils compromettent des serveurs généralement WordPress. Dès qu'une vulne est sortie, ils les compromettent, déposent ce qu'ils ont à déposer sur le serveur et vont l'utiliser comme C2. Donc c'est aussi une particularité. Qu'est-ce que c'était cette image téléchargée une fois déchiffrée? C'était le malware lui-même qu'on a nommé Rocrat, et c'est vraiment leur outil favori. Dans 90% des cas où j'ai dû travailler sur ce groupe-là, ils utilisent ce malware. Et en fait, il est pas si mal foutu, il fait le job. Je vais juste le décrire un petit peu sur certaines des fonctionnalités pour cette campagne, et après je vous montrerai les évolutions qu'ils ont pu faire au fil du temps. Premièrement, pour ceux qui utilisent des sandbox sur leur job, dans ce cas-là, le malware, il détecte si la machine a un Windows XP et si c'est un Windows XP, tourne dans une boucle infinie de sleep. Donc il fait rien. Donc globalement, je vous suggère de pas utiliser un Windows XP sur une sandbox, surtout en 2018. Mais voilà. Une autre chose que faisait le malware, il listait les process qui tournent et cherchait si dans le nom du process il y avait partiellement mtool, llyd, Iton, etc. Donc il cherchait pas directement Python. Je présume que c'est aussi pour éviter de générer des strings de détection trop faciles. Mais il cherchait des sous-parties. Qu'est-ce qui se passait s'il détectait un de ces outils-là? La plupart des malwares, quand ils détectent un outil de sécurité, simplement ils s'arrêtent et puis ils font rien. Là, on sait toujours pas pourquoi aujourd'hui. Si un de ces outils était détecté, il commençait à regarder un dessin animé. Donc il streamait l'épisode 3 d'une série appelée Golden Time. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour créer des faux IOC, si c'est pour se marrer, parce que pourquoi pas se marrer dans la vie. Je sais pas. Mais en tout cas, s'il détectait quelque chose qui lui plaisait pas, et il commençait à regarder un show en streaming. Une particularité du malware est ce qui rend la détection par réseau un peu compliquée dans certains cas, c'est qu'il utilise que des plateformes légitimes, uniquement des plateformes légitimes. Par exemple, pour la partie ordre, dans cette variante utilisée pour cette campagne, il utilisait Twitter. Donc dans le malware, on avait 7 API tokens présents, il en essayait un, s'il était blacklisté, il prenait le second, etc., classique, et récupérait ses ordres directement sur Twitter. Donc blacklister Twitter, ça dépend des organisations, mais c'est pas toujours super évident. Quand il s'agissait de stocker des fichiers, il utilisait un Yandex, donc outil de cloud, pour déposer les fichiers, récupérer des fichiers, etc. Pareil, token hardcodé dans le malware, et il utilisait le système. Si ça marchait pas, il avait un plan de backup en utilisant Mediafire. Même chose, pour déposer les fichiers, récupérer des fichiers. Et ça, toutes les variantes ont toujours utilisé divers systèmes de cloud, soit de gestion de fichiers, soit de réseaux sociaux.
Après, bon, le malware avait des choses assez classiques comme keylogging, screenshot, etc. Donc globalement, il prenait une cartographie de la machine et l'envoyait sur Yandex par exemple, chiffré, et l'attaquant récupérait les fichiers, pouvait les déchiffrer et voilà. Ça, c'est la première campagne sur laquelle j'ai travaillé, et à peu près en même temps, en travaillant sur les samples, j'ai vu qu'ils avaient fait une autre campagne en parallèle, un petit peu différente, celle-là, qu'on a appelée Evil New Year. Alors, faut savoir que depuis que je travaille dessus, à chaque fois, à Nouvel An, ils font une campagne. Ils fêtent la nouvelle année, quoi. Et sur les nouvelles années, ils ont toujours plus ou moins le même procédé, toujours un fichier HWP, et cette fois-ci, ils envoient des mails se faisant passer pour le ministère de la réunification. Donc en Corée du Sud, il y a un ministère dédié à ce qu'un jour la Corée du Nord et du Sud soient réunifiées, etc. C'est le logo que vous voyez en bas sur le screenshot. Et chaque nouvelle année, ils ont la même approche dans leur campagne. En fin d'année, le leader de la Corée du Nord fait un discours de fin d'année, et qu'est-ce que fait l'attaquant? Il crée un document avec le logo du ministère de la réunification, et dans ce document compare le discours qui a été fait l'année précédente et le discours qui a été fait cette année, en faisant une étude du choix des mots, pourquoi il a choisi ce type de mots plutôt que ce type de mots, et donner une tendance au discours, etc. Donc très géopolitique. Et du coup, ça c'est le document de 2017. Il a fait le même type de document en 2018 avec la comparaison du discours 2018-2017. Et les deux liens qui permettent de voir les deux discours, etc. Dans ce cas-là, en fait, les liens ouvrent des fichiers OLE à l'intérieur, embarqués à l'intérieur du document HWP, dont le but est de déposer sur la machine deux exécutables similaires. En fait, simplement, si on prend le premier lien, il dépose un premier exécutable. Si on prend le deuxième lien, il dépose le même ailleurs. Juste pour être sûr que ça marche, quel que soit le lien cliqué. Là, c'est un exemple de document avec le choix lexical utilisé pendant le discours en une année et l'autre année et pourquoi, etc. Donc dans ce cas-là, la victimologie est pas des ressortissants, mais plutôt des politiques, enfin des gens travaillant dans des institutions politiques, gouvernementales. Qu'est-ce que faisait le malware, le premier binaire déposé sur la machine? Contrairement au cas précédent qui téléchargeait directement Rocrat sur Internet, dans ce cas-là, ils ont fait une première cartographie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent le nom de la machine, le username, le chemin d'exécution du malware, la version de BIOS. On verra pourquoi après. Le but était de déterminer si la machine est intéressante ou pas pour lui. Si la machine est intéressante, il génère le binaire, le malware lui-même, Rocrat, et le fait installer par l'exécutable. Voici par exemple le PCAP obtenu sur VirusTotal. Donc je présume que tout le monde connaît VirusTotal. En fait, il faut tourner les malwares en sandbox et on peut télécharger le PCAP s'il y a eu une communication réseau réalisée. Et en décodant les données du PCAP, on voit ce qui a été envoyé. Donc le premier chiffre où j'ai pas mis de flèche bleue, c'est un ID unique pour la machine. C'est comme ça qu'il identifie l'attaquant que c'est telle machine. Ensuite, le hostname, Tequila Boom Boom, c'est le hostname par défaut des machines virtuelles sur VirusTotal. Le username, le chemin d'exécution, donc on voit que sur VirusTotal, il nomme le malware par son hash et le met directement dans C, alors que l'attaquant sait très bien que c'est censé être ici. Donc il peut et même vous, si vous tournez en sandbox, il y a peu de chances que vous le mettiez au bon endroit. Et finalement, la version de BIOS, qui est dans notre cas VirtualBox. Donc là, l'attaquant sait aussi que la machine est une machine virtuelle tournant sur VirtualBox. Donc dans ce cas précis, il génère pas l'exécutable et la dernière charge, le dernier malware, le payload pour de vrai, est pas téléchargé par la personne ciblée. Voilà, vous avez l'index.php qui est où sont envoyées les données. Et si les données sont pertinentes pour l'attaquant, il génère un JPEG. Vous verrez que le JPEG, c'est quelque chose de récurrent aussi. Ils aiment beaucoup utiliser cette extension. Et du coup, il génère un fichier avec l'UID qui va être téléchargé par la personne, par la Stage 1, si c'est pertinent. Dans ce cas-là, malheureusement, tout était down au moment où on a investigué. On n'a pas pu récupérer le dernier stage. Mais on a assez convaincu que c'était Rocrat parce qu'on a vu des cas similaires sur d'autres campagnes.
Une autre chose, durant les investigations qu'on a pu découvrir et utiliser autour de mars-avril, c'est un module à Rocrat. Donc, c'est un fichier qui était stocké sur un des clouds et qui est téléchargé à la demande par le malware et exécuté, qui s'appelle donc ERSP, qui en fait après investigation s'avère vouloir dire Eras Partition. Et le but était d'écraser le MBR avec là vous la voyez mal, mais la chaîne de caractères Are you happy? Et quand vous rebootez, bah voilà, c'est tout ce que vous avez. Donc ils ont un module pour wiper les machines. Vraiment, il fait, enfin c'est une fonction. Hein. Il ouvre le physical drive et puis il écrit dedans et il le referme et puis reboot. Donc la machine n'est pas morte. Hein. Enfin, elle est morte, elle reboot plus, mais vous n'avez pas perdu vos données, quoi. Alors là, toutes les campagnes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des campagnes qui ciblaient la Corée du Sud en utilisant donc des fichiers HWP, des mails en coréen, etc. Et on a une campagne un peu bizarre, qui est la seule que j'ai vue aujourd'hui, que j'arrive à lier à ce groupe qui ne concerne pas la Corée du Sud. Une campagne qu'on a appelée Free Milk, c'est le nom de que l'attaquant choisit, c'est pas nous. Et qui a eu lieu en mai ou juin. Et dans ce cas précis, ils ont ciblé une institution financière en Égypte. Donc absolument rien à voir avec la Corée du Sud. Donc évidemment, ils ont pas utilisé de fichier HWP parce que il y a peu de chances que l'utilisateur supporte ce type de format en Égypte. Et ils ont également changé une partie de leurs outils et de leurs vulnérabilités. Ils ont utilisé une vulnérabilité qui était connue à ce moment-là, donc c'est pas un zero day, qui consiste à pouvoir télécharger, exécuter un point HTA disponible sur Internet. Vous pouvez aller voir la CVE, elle est super documentée, il y a des modules Metasploit, etc. Enfin, elle est très facile d'utilisation. Le but était de télécharger des JPEG, comme d'habitude, qui étaient renommés en exécutable ayant un semblant de nom d'update Windows. Et le but était d'exécuter un deuxième exécutable qui lui-même était un JPEG et renommé en un autre patch Windows. Et dans ce cas-là, le but était de pouvoir prendre la main sur la machine, mais il n'avait pas beaucoup d'options. Une des fonctionnalités qui était pertinente pour nous, pour pouvoir faire le lien, c'est le keylogger. On verra que le keylogger utilisé dans Free Milk va être utilisé dans la prochaine campagne dans Rocrat. C'est comme ça qu'on lie les deux cas. Parce que là, on n'a pas le même malware, pas la même victimologie, pas la même zone géographique. Par contre, une partie assez grosse du malware est exactement la même. Autre campagne, cette fois-ci en fin d'année, où on retrouve le mode opératoire habituel sur lequel on a l'habitude de travailler. Fichier HWP, dans ce cas-là, il se fait passer pour un avocat du comité de réunification et des droits de l'homme vis-à-vis de la Corée du Nord. Et dans le mail, il invite les gens à se rencontrer, à avoir une discussion, fixer des objectifs, comment on peut travailler, etc. Dans ce cas-là, le fichier HWP avait un script malveillant avec toujours la même philosophie. Et dans ce cas-là, ils ont changé un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus déposer les fichiers sur disque et d'injecter directement dans des process le payload Rocrat. Donc on n'a plus de fichiers exécutables posés sur la machine, contrairement au passé, et maintenant ils l'injectent et à aucun moment ils travaillent sur le fichier sur disque. Suivant les cas, on a eu quand la personne ouvrait le document, des images qui lui étaient affichées. On ne sait pas bien pourquoi, mais voilà. Et du coup, nouvelle variante de Rocrat. Dans ce cas-là, il a commencé à rajouter de l'anti-sandbox. C'est-à-dire qu'il a commencé à détecter les sandbox en fonction des librairies. Généralement, comment une sandbox monitor votre malware? Elle injecte une librairie dans le malware et cette librairie fait le monitoring. Qu'est-ce que va faire Rocrat dans ce cas-là? Il regarde toutes les librairies qui sont loadées en lui. Puis si une de ces librairies est loadée, ça c'est des librairies de sandbox. Donc à partir de ce moment-là, il détecte que c'est pas le fonctionnement normal, il est pas censé avoir cette librairie loadée en lui et du coup crash. Comme je disais, fonctionnalité pour voler les credentials du navigateur. Donc on verra un peu plus en détail après, mais il cible Chrome, Internet Explorer, Firefox. Il a commencé à rajouter de l'anti-debug aussi.
Donc typiquement, il utilise des instructions qui sont pas supportées par OliDBG par exemple. Donc OliDBG, quand vous essayez d'exécuter cette instruction, il crache et puis vous avez plus qu'à recommencer. Et comme d'habitude, il utilise une infrastructure. Oui. Oui, non, c'est 32 bits. Bah en fait, on s'en fout, ça marche. Non, et en fait, derrière le poteau, c'est bizarre. HWP, c'est un peu comme Office, il est compilé en 32 bits aussi, donc tout ce qui est exploit qu'ils doivent utiliser, ils sont sur une full 32 bits du début à la fin. On n'a vu aucun sample 64 bits. Et comme d'habitude, ils utilisent des plateformes légitimes. Ils changent un petit peu avec le temps. pCloud, Box, Dropbox, Yandex. Yandex revient assez fréquemment, mais il change assez souvent de cloud provider. Donc on arrive en début 2018 avec, comme en début d'année, toujours la même chose, un nouveau document, soi-disant écrit par le ministère de la Réunification. Mais dans ce cas-là, il y avait, si j'ai flouté, c'est qu'il y avait vraiment des noms d'employés, soi-disant, qui ont écrit le document, leur numéro de téléphone, qui était leur vrai numéro de téléphone, leur mail, etc. Donc, le document est vraiment bien foutu de ce point de vue-là. Il serait pas impossible, on n'en a pas de preuve, là je spécule, qu'il ait été récupéré au ministère pour pouvoir être réutilisé derrière. Toujours le même principe, vulnérabilité EPS. Utilisé et téléchargement de Rocrat. Une chose intéressante, c'est que depuis, je crois, 2-3 semaines, quelque chose comme ça, Angouled Word Processor a complètement supprimé le support de EPS. Donc Ghostscript n'est plus inclus et ils ont arrêté le support. Donc au moins ils auront plus ce problème-là. Ils auront d'autres problèmes, mais plus celui-là. Typiquement, ils n'utilisent pas les macros non plus, c'est pas supporté par HWP, mais ils supportent le JavaScript, ce qui est pas beaucoup mieux. Bref. Là, jusqu'à présent, on avait toujours... Ouais. SpiderMonkey, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Oui. Mais même sans faille, c'est un langage de script, c'est fait pour être exécuté. Jusqu'à présent, ils utilisaient à chaque fois des vulnérabilités connues. Pas de zero day, ils utilisaient des choses, le HTA a été utilisé peu de temps après avoir été rendu public, les EPS c'était à chaque fois des vieilles vulnérabilités, et il y a eu un changement fort qui a démarré début novembre, mais on l'a détecté qu'en janvier. Tout a commencé par une communication du CERT national coréen, avec qui on a des très bonnes relations, qui expliquait que une vulnérabilité flash était utilisée in the wild. En même temps, Adobe a sorti un patch. Donc on a commencé à investiguer et essayer de voir si on trouvait le sample lié à ce zero day. Et on a fini par le trouver. Et là, les attaquants ont fait quelque chose d'assez malin d'un point de vue design du zero day. Donc, au début, on avait un document Word. Non, Excel peut-être. J'ai un doute. Excel ou Office, voilà. Un document Office dans lequel il y avait un objet flash qui n'exploitait pas la vulnérabilité, qui était safe entre guillemets. Son but était de communiquer à un premier serveur et récupérer une clé qui permettait de déchiffrer un deuxième objet flash, et ce deuxième objet flash contenait l'exploit en question, qui lui allait sur un deuxième serveur pour récupérer le payload final. Pourquoi c'est malin? C'est que dès qu'il voit le fichier apparaître sur VirusTotal ou peu importe, il coupe le serveur A, et vous récupérez le fichier, mais vous êtes incapable de pouvoir analyser l'exploit, parce que vous ne recevez plus la clé du serveur A. Donc en fait, systématiquement, dès qu'un sample était poussé sur VT, quelques temps après, le serveur A était coupé et on pouvait pas investiguer. On savait que c'était un autre flash, on savait qu'il était loadé par le premier, mais on n'avait pas la clé pour le loader. Ce qui rendait l'investigation plus compliquée. Et du coup, c'est d'un point de vue de l'attaquant, c'est assez malin comme architecture. Quel était le but? La même chose, il téléchargeait à la fin un JPEG qui était Rocrat, une nouvelle version généralement, et voilà. Donc j'ai pas la timeline pour ça, mais en mai 2018 il y avait le sommet US Corée du Nord d'organiser,
Pareil, ce type d'événement est fréquemment utilisé par l'attaquant pour envoyer des campagnes de spam parce que c'est très populaire dans le pays et tout le monde en parle, etc. Et comme d'habitude, fichier EPS, vulnérabilité et téléchargement. Alors là, ils ont fait un grand effort, c'est pas un JPEG, c'est un PNG pour rester sous les radars. Et dans ce cas-là, ils ont utilisé des chemins contenant Anlab, qui est une société de sécurité et un antivirus en Corée du Sud, donc qui est très utilisé localement, et pour déposer leurs fichiers. Dans certains samples, je sais pas pourquoi, enfin je présume qu'ils ont juste merdé. Tout le debug est encore là, donc on a des prints de chaque fonction, ce qu'elles font, pourquoi, leur état à l'entrée, à la sortie. C'est plutôt pratique quand on a analysé. Un keylogger. Et cette fois-ci, le malware, contrairement à Rocrat et à qui utilisait des services de dépôt de fichiers ou de réseaux sociaux, il utilise un mail comme serveur de contrôle. Donc Naver, c'est une société de mail extrêmement populaire en Corée du Sud et qui propose un mail gratuit où vous enregistrez, vous avez un email. Et là, le malware, qu'est-ce qu'il faisait? Il se connectait à un mail chez Naver. Les credentials étaient hard-codés dans le malware, et allait lire les derniers mails, et les derniers mails contenaient les ordres qu'il avait à exécuter, et pour exfiltrer, il envoyait des attachments et il exfiltrait les documents. Donc voilà. Le mail, si vous voulez écrire à l'attaquant. Donc, comme les credentials étaient hard-codés, on s'est dit, on va essayer de voir si on y a accès, mais le compte était locké à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y a des chercheurs de partout dans le monde qui ont commencé à se connecter sur le compte et Naver, ils ont un système de protection si vous vous connectez de trop de pays différents dans un trop court laps de temps. Et on a identifié que le malware utilisant Naver avait déjà été utilisé en 2016, donc quelques années auparavant. On l'avait pas vu depuis 2016, donc il y a quand même un gros trou entre 2016 et 2018, simplement avec un autre mail provider, mais le malware elle-même. Comment est-ce qu'on link toutes ces campagnes? Certains liens sont faciles, c'est le même malware, voire le même API key ou des choses comme ça. La phase de reconnaissance sur toutes les versions est la même, ça c'est le graph flow dans IDA, il est strictement identique. Hormis des fois, si vous êtes super attentif, vous verrez qu'il y a des patchs parce qu'ils vérifient pas que tout se passe bien par moment, mais ça s'arrête là. Entre Freemilk et Rocrat, donc Freemilk c'est la campagne qui a ciblé l'Égypte, qui était complètement différente et qu'on se demandait, dans l'image globale elle est vraiment bizarre. Par contre, le stealer de credential dans les navigateurs était exactement le même. Enfin, c'est importé dans le même ordre, c'est exactement le même design et c'est assez énorme. C'est pas deux fonctions. Entre l'usage de SQLite, l'usage des keystores Microsoft pour récupérer les credentials, etc. C'est quand même une bonne vingtaine ou trentaine de fonctions qui sont identiques. Et quelque chose que j'adore, c'est qu'ils font les mêmes fautes d'orthographe. Je vais pas les blâmer, j'en fais autant qu'eux, mais du coup, on arrive à les suivre avec leurs fautes d'orthographe généralement, comme Registry. Et blague à part, si vous faites des règles Yara sur les fautes d'orthographe, ça marche super bien pour suivre les gens, parce que généralement ils copient-collent, ou alors ils ont l'habitude de faire la même faute. Ça marche moins si vous traquez des groupes anglais, évidemment, mais sauf s'ils essaient de se faire passer pour un autre. Mais bon. Autre similitude entre chaque cas, les PDB, donc les chemins de compilation qu'ils oublient de supprimer ou qui s'en foutent. À chaque fois, ils ont un pattern assez commun. Donc beaucoup sont dans D2.highschool. Et le système de versionning est un peu pareil. Il y a toujours du T+M. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Enfin, ils ont une manière de créer leur répertoire qui est toujours assez similaire. Pareil, c'est des choses qu'on pourrait créer artificiellement. Mais on remonte sur des cas de 2016 où le groupe n'avait pas été encore rendu public et du coup copier un groupe qui a même pas été encore rendu public, c'est pas évident. Le shellcode, les shellcodes utilisés dans les exploits EPS sont très similaires. Toujours ces images en payload, donc JPEG ou PNG quand ils sont un peu fous.
toujours des serveurs compromis ou des serveurs légitimes, des providers de cloud légitimes. C'est toujours le même mode opératoire. Quand c'est des serveurs compromis, je pense que dans 80% des cas, peut-être même plus, c'est des WordPress compromis. Et une victimologie qui, à part le cas Freemilk en Égypte, est toujours la même. C'est toujours des choses liées aux ressortissants nord-coréens en Corée du Sud, ou les associations qui les accompagnent, ou les avocats qui les accompagnent, ou alors le ministère de la Réunification. Donc on a toujours un point commun, à part le cas Freemilk, sur la victimologie. Ce qui rend les choses assez difficiles à traquer, parce que quand vous ciblez des sociétés, elles ont des proxys, elles ont une capacité, ça finit généralement plus vite sur Virus Total, etc. Quand c'est des particuliers, faire des suivis de campagne de particuliers où il y a seulement 5 mails qui sont envoyés à 5 ressortissants nord-coréens et ils sont pas dans l'annuaire, je peux pas aller les appeler. C'est assez challenge par moment de pouvoir récupérer les infos. Alors, il y a une autre campagne dont je vais vous parler. Elle est un peu particulière. Je l'ai mise à part parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. Nous, on estime que c'est pas ce groupe. Nos collègues de Corée du Sud, de 2 différentes sociétés, Anlab et East Security, nous affirment que c'est les mêmes. Et du coup, j'ai décidé de la rajouter en extra, même si on n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, c'est le seul cas qu'on a, au moins, avec l'utilisation de malware sur Android. Le malware était distribué par un système de messagerie instantanée local utilisé uniquement en Corée, dont je me rappelle même plus le nom. Et les gens recevaient un message disant d'aller télécharger ce fichier APK, cette application Android, pour pouvoir faire des visioconf et des choses comme ça, pouvoir discuter. Et le fichier était hosté sur un site web qui s'appelle CG Alim. Dans ce cas-là, c'est pas un site compromis, je pense que c'est un site qui était fait pour. Le malware était assez standard pour ce qu'on peut voir sur Android. Donc lister les informations, récupérer la géolocalisation, récupérer les contacts, les SMS, l'historique des appels, les emails, les photos, etc. Donc de toute façon, quand vous regardez la liste des droits nécessaires, il n'y a pas un droit qui est pas nécessaire. Mais a priori ça marchait. Et les données étaient envoyées au même site que là où était téléchargé l'APK. Dans le pass, c'est peut-être écrit vachement petit pour vous, mais dans le pass il y a iCloud, mais c'est pas du tout iCloud, c'est juste un répertoire. On a découvert une autre variante avec la même chose, mais une spécificité, c'est qu'il essayait d'exécuter un exploit sur le téléphone pour le router, pour avoir un accès route temporaire. La CVE 2015-3636. Donc c'était le même malware, simplement il avait une fonction qui déposait le fichier, l'exécutait, et s'il arrivait à être root, en profitait pour aller voir les file systems à côté. Sur le même serveur, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre malware déposé, un exécutable cette fois-ci sous Windows, qui et ainsi qu'un document doc Word qui permettait de télécharger cet exécutable. Document Word est un document en coréen qui explique la suprématie chinoise dans le domaine du Bitcoin. Donc 2-3 pages d'explication, et en utilisant une vulnérabilité connue au moment de la création du document, allez télécharger les 2 exécutables et un fichier de config qui s'appelle desktop.ini dans ce cas-là. Ce qui est intéressant dans ce malware-là, c'est que un petit peu comme les autres cas, il utilise un service public, un service légitime, PubNub. Ils utilisent leur API pour, en fait, si vous connaissez pas, c'est une API de Data Stream Network en mode publish subscribe. Donc on s'inscrit pour recevoir des messages, et c'est utilisé pour faire de la publicité, de ce type de choses là, et aussi utilisé en production dans certains environnements. Et en fait, il a créé un compte chez eux et a utilisé ce service là pour que le malware il s'inscrive au flux et reçoive au lieu de la pub ses ordres. Et voilà, je pense que c'est le seul cas que j'ai vu aujourd'hui qui utilise ce service là, qui est très connu pour les entreprises, qui est vraiment énormément utilisé, surtout aux États-Unis, et là il a été détourné dans ce but-là.
Ouais, pareil. Dans ce cas-là, on a certaines strings en chinoise qui sont présentes, mais ça ressemble plus à regarder ces chinois qu'autre chose. Pareil, dans ce cas-là, nous les liens, on n'a vraiment rien de très fort qui nous laisse supposer que c'est le même. Beaucoup de journaux en Corée ont dit c'est les mêmes. C'est le même groupe qui est derrière cette application Android. Certains chercheurs l'ont dit aussi. Certains chercheurs nous ont dit on le sait mais on peut pas vous expliquer pourquoi. Donc peut-être qu'ils ont raison. Et donc aujourd'hui Talos, on ne lit pas ces deux groupes-là, on les suit aussi, on essaie de voir si des nouvelles choses apparaissent, s'il y a d'autres malwares utilisant ce protocole-là, et voir si peut-être que dans 6 mois ils vont utiliser des modules qui sont utilisés précédemment dans d'autres cas ou autres, ou croiser des infrastructures ou croiser des tokens ou peu importe. Mais en tout cas aujourd'hui on les considère comme deux groupes différents. Donc pour finir, c'est un groupe qui est moins médiatisé que le serait Bluenoff, Lazarus ou ces autres groupes qui ciblent en fait des institutions, qui ciblent des entreprises et qui ciblent des entreprises américaines ou européennes ou autres. Donc du coup les médias sont beaucoup plus enclins à en parler. Par contre, en Corée du Sud, la presse en parle énormément parce qu'il y a, ils ont un sentiment particulier envers les Nord-Coréens dans leur pays et la situation géopolitique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc du coup, il y a beaucoup de médias parlent systématiquement là-bas de ces campagnes-là ou quand des avocats sont ciblés, etc. Mais pas du tout chez nous. Donc dans les journaux ici, même aux États-Unis, on verra pas d'articles. On est obligé de lire les articles en coréen, ce qui est pas super facile pour suivre l'actualité. Et là, on est sur des campagnes d'attaques ciblées qui ciblent des individus plus que des organisations, comme je l'ai dit, ce qui rend le suivi beaucoup plus compliqué parce que c'est des end-users, c'est des GSM personnels, c'est des PC personnels, et du coup, en termes de suivi de campagne, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas la collaboration de personnes sur place pour nous aider. Mais on trouve des solutions. Donc, avant que vous vous posiez la question, on fait pas d'attribution en pointant un pays en particulier chez nous. Je vais vous laisser faire votre propre attribution avec les éléments que je vous ai donnés sur qui est potentiellement derrière. En tout cas, ils ont pas mal d'informations sur qui sont les ressortissants, où ils sont, leurs contacts, leurs emails. Ils ont compromis un événement pour récupérer les emails des participants, envoyer des campagnes de spam. Ils récupèrent des documents au ministère de la Réunification aussi. Donc ils ont une capacité non négligeable, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Salut, merci. Est-ce que tu penses pas plutôt que toute la partie avec FreeMilk, vu qu'elle est tellement indépendante de groupe 1, 2, 3, ça serait pas plutôt ils ont acheté un broker, la payload, en tout cas je crois que c'est un stealer qui va bien et ils l'ont juste utilisé, enfin c'est utilisé par un autre groupe ou... Non, ça c'est mon sentiment personnel, donc c'est pas ce qu'on blog post. En fait, je pense que le groupe en question, ils sont pas tout seuls, ils sont chapeautés et il y a plusieurs groupes, peut-être Bluenoff, etc. Et chaque groupe est intéressé par un domaine. Donc il y a ceux qui vont être plutôt financiers, qui vont cibler du Bitcoin, des ATM comme dernièrement, etc. Et ce groupe-là s'occupe des ressortissants. Mais à un moment donné, c'est pas impossible qu'ils aient le même GitHub et puis qu'ils aient piqué le stealer du voisin parce que ça prend moins de temps, quoi. Je sais pas, hein, mais je le vois plutôt comme ça. C'est qu'en fait, c'est des groupes différents qui sont chapeautés par quelque chose et se partagent certains modules au besoin. Ok, merci. Parce que là, c'est vraiment très à côté en quelque sorte. C'est pour ça. J'en parle, mais la victimologie est vraiment différente, mais le code est exactement le même. Donc peut-être qu'ils se partagent. Et on l'a pas vu dans d'autres choses. Si vraiment c'était vendu, je veux dire, c'est quand même pas super advanced. Et pour en vivre, il faudrait en vendre un bon paquet, et on l'aurait vu ailleurs. Ce qui est pas le cas. Et c'est pas un copier-coller de Stack Overflow comme des fois on voit. Question un peu généraliste. Comment on en vient à définir le nom du malware ou le nom du groupe? Alors chez nous, le groupe, c'est groupe et on incrémente. Donc c'est super advanced.
Des fois, on est obligé de faire disparaître des groupes parce qu'on les fusionne, parce qu'après plusieurs temps d'investigation, on décide qu'ils sont liés à ça, donc on fait disparaître le numéro. Donc nous, c'est ça. Pour le nom des malwares, on fait ce qu'on veut. C'est le chercheur qui a travaillé dessus qui décide de le nommer en validation avec ses collègues pour éviter de faire des trucs débiles, mais non, on n'a pas de règles particulières. Mais en fait, il y a vraiment si vous prenez ce groupe A23, donc il est nommé Skurcraft par Kaspersky, je crois. Et eux, ils ont décidé de lier ce que nous on estime être 3-4 groupes différents en un seul. Donc quand vous venez à une conférence et que Kaspersky vous parle ou qu'on va vous parler, on parle pas forcément de la même chose, mais certaines sous-parties sont les mêmes. Donc c'est extrêmement difficile à suivre, et même si demain on décidait d'une nomenclature internationale de nommage, on a le droit de pas être d'accord, quoi. On a le droit d'estimer que c'est des groupes différents pendant que les autres vont estimer avec leurs infos que c'est les mêmes groupes. Et même en ayant une nomenclature unique, on se retrouverait avec des problèmes de cohérence. Aujourd'hui, il y en a pas, et nous, ces groupes, on incrémente. D'autres questions? Merci, c'était super intéressant. Je me demande, la KISA, l'organisation, l'agence sécurité en Corée du Sud, ouais. Je crois que c'est un son fort sur le Corée du Nord, évidemment. Il y a une collaboration dans la recherche avec vous, avec les autres groupes. Et qu'est-ce que tu penses de leur capacité de KISA? Nous, on a des bonnes relations avec eux. Donc typiquement, des choses tout bêtes, mais avant de publier, on les notifie de ce type de choses-là. Et du coup, moi, je m'occupe pas de la partie partenariat. Enfin, on a une équipe dédiée aux échanges qui, dans mon cas, je suis pas censé travailler sur du Telperet, par exemple, parce que mon but c'est de publier, donc à un moment donné, on va avoir un problème. Par contre, on a une équipe qui elle accepte du Telperet, qui va travailler avec eux, qui peuvent échanger. Et au besoin revenir vers nous si ça venait à s'ouvrir en termes de TLP. Mais on a une équipe dédiée aux collaborations, et avant chaque publication, avant que je fasse quoi que ce soit, je les notifie. Ils vont notifier nos partenaires qu'on a à travers le monde. Là, on a publié un article qui a rien à voir, mais sur le Brésil. Ils ont prévenu le Brésil, le law enforcement au Brésil et tous nos partenaires au Brésil. Mais moi, c'est pas ce que moi je fais. Moi, je m'occupe de la partie investigation. Après, je leur donne la main, je leur laisse le temps nécessaire à faire ce qu'il y a à faire. Si, imaginons, ils ont envie d'arrêter quelqu'un avec le law enforcement, je vais attendre qu'il soit arrêté. Et puis, en plus, je pourrais écrire une ligne, il a été arrêté. Mais ça s'arrête là. Sur cet aspect-là, je pourrais pas trop en parler parce que je ne suis pas dans les échanges. Merci. Mais ils ont lieu. D'autres questions? Si c'est pas le cas, on peut remercier notre orateur. Merci.